Les couches jetables offrent une praticité inégalée, surtout pour les familles en mouvement. Elles sont faciles à utiliser et permettent un changement rapide, ce qui est particulièrement apprécié lors des sorties ou des voyages. De plus, elles sont conçues pour offrir un confort optimal aux enfants tout en minimisant les risques de fuite. Les couches jetables sont souvent perçues comme plus hygiéniques. Elles réduisent les risques d'irritation cutanée car elles sont conçues pour garder la peau du bébé au sec. Bien qu'elles présentent des avantages indéniables en termes de praticité et de confort, l'utilisation prolongée des couches jetables pourrait entraîner des désagréments pour la peau des enfants. C'est beaucoup plus des irritations au niveau du sexe de l'enfant, rien que dû au fait que les couches jetables sont faites pour absorber, par exemple, l'urine facilement. Ils absorbent l'urine et même quand l'enfant fait pipi dessus, on ne se rend pas trop vite compte si on ne vient pas surveiller. Ça veut dire que l'enfant peut passer une demi-journée ou bien toute la nuit. Sa maman ne s'inquiète pas parce qu'il y a la couche, qu'il fasse les selles, les urines, ça ne va pas sortir hors de cette couche. Et ça fait que le temps que les urines mettent en contact avec la peau prolongée pendant longtemps, ça donne des irritations, voire des lésions parfois. C'est comme des débits de lumière de brûlure qu'on observe souvent chez les enfants, ça donne des rougeurs, des irritations physiquement, c'est des rougeurs qu'on observe. Afin de minimiser les risques, Dr Doudia Dungaoum conseille de suivre quelques bonnes pratiques d'utilisation pour offrir la santé et la sécurité des enfants. C'est de se lever peut-être chaque heure pour voir si l'enfant uriner ou à faire les selles. Parce qu'il peut uriner sans faire les selles, il peut faire les deux à la fois. Tant qu'on le suivait, la couche est tellement bien moulée sur le corps de l'enfant, de telle sorte que ça ne se voit pas dehors si l'enfant fait les selles, si l'enfant fait les urines. C'est ce qui se fait difficilement. Quand on attache une couche, c'est parce qu'on veut voyager, parce que l'enfant doit passer la nuit avec, parce que c'est le matin qu'on enlève. On peut l'attacher à 20h ou à 19h et c'est le matin qu'on va enlever. Donc, vous voyez le temps que ça met, c'est ça le problème. Il est important de choisir des couches de qualité adaptées à l'âge et au poids des enfants, de veiller à bien nettoyer la zone de la couche lors des changements en utilisant des lingettes douces et sans parfum, d'éviter de laisser une couche souillée trop longtemps, même si elle semble sèche au toucher, et en cas de rougeur persistante, consulter un professionnel de santé. Les tubercules, d'une manière générale, sont beaucoup appréciés par la population, surtout celui appelé communément en dialecte local Ndjabra. Ce tubercule est cultivé dans plusieurs localités du Tchad, surtout dans sa zone méridionale. Cet aliment, ou amuse-gueule, est beaucoup prisé par bon nombre de personnes qui en raffolent. L'on peut voir à proximité les hommes et femmes s'intéresser à la vente de ce tubercule. Un tour au marché de Dembé nous a permis de se rendre à l'évidence. Avant de tubercule, là, je ne ressens pas quand même beaucoup de choses. C'est ma deuxième année cette année. Je vois là, les mairies ne nous laissent pas le temps à faire le marché. Donc il faut qu'ils revoient ce côté-là d'abord, sinon ça ne marche pas du tout avec nous. J'ai occupé une place ailleurs pour faire le marché, mais la police municipale m'avait renvoyé. Maintenant qu'on est resté ici même, ils nous renvoient. Chacun vient prendre l'argent et on ne comprend pas. S'il s'agit de nous donner une place pour qu'on paye par mois-même, on va le faire. Mais le fait de nous pourchasser, ça crée des accidents, parfois même. Et ce n'est pas bien. J'ai commencé le marché de Ndjabra étant petite, mais le marché de Ndjabra d'avant est bien. Mais maintenant, ça ne tient pas du tout, parce que tout le monde s'est lancé dans la vente de Ndjabra, qui même étant chez lui, cherche à avoir quelque chose pour mettre sous la dent, ce qui fait que le nombre de vendeurs a augmenté. Étant au marché même, la police municipale ne nous laisse pas le temps de faire le marché. Aujourd'hui mairie, demain mairie, donc notre cas est grave. La vente de tubercules, connue sous le nom d'Indjabra, occupe une place essentielle dans l'économie locale à l'alimentation des ménages tchadiens. Elle constitue une source de revenus pour de nombreux producteurs et commerçants, en particulier les femmes, sur les marchés. Malgré les difficultés liées à la conservation et aux fluctuations des
prix, ces secteurs restent porteurs grâce à la forte demande et à la diversité des tubercules disponibles. Avec une meilleure organisation, la transformation agroalimentaire et l'amélioration des infrastructures, la commercialisation des Ndiabra pourrait devenir un véritable levier de sécurité alimentaire et de développement économique au Tchad. Créée en 2012, l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte a pour mission de coordonner les efforts nationaux dans la lutte contre la désertification au Tchad. En 2025, un nouvel élan a été donné avec la signature d'un accord entre la NGMV et la FAO pour le projet Sorawa destiné à renforcer la résilience de la Grande Muraille Verte d'Afrique. Ce projet, soutenu par le Fonds vert pour le climat à hauteur de 15,8 millions de dollars, met l'accent sur la gestion durable, la restauration des terres et l'adaptation climatique. Sur le terrain, les résultats sont encourageants. Plus de 36 000 hectares de terres dégradées ont été restaurés, accompagnés de la production de 2 millions de plants issus de 12 grandes pépinières. Parallèlement, le creusement des 76 forages a permis d'améliorer l'irrigation et l'accès à l'eau, deux éléments cruciaux pour soutenir les communautés locales. L'utilisation d'espaces résistants aux conditions arides, comme certaines espèces d'acacia qui supportent les faiblesses pluviales, peuvent produire aussi des bénéfices pour les communautés. La zone de restauration par rapport à l'objectif est encore modeste. Les 36 000 hectares qui ont été restaurés au Tchad consistent à relever le défi sur le fond vert climat. Il faut noter que les avancées restent encore modestes au regard des ambitieux objectifs initiaux. Cependant, les défis demeurent nombreux. La pression humaine se fait toujours sentir avec des coupes abusives d'arbres pour la production de charbon de bois, la construction sur des terres jusqu'alors restaurées, ainsi qu'une compétition croissante pour l'accès à la terre, à l'eau et au pâturage. La Grande Muraille Verte, bien qu'en marche, devrait franchir des étapes décisives pour ne pas seulement devenir un projet sur le papier, mais bien un levier concret au service d'un développement durable et résilient. Cette messe qui marque la célébration du jubilé d'argent du séminaire Saint-Bava-Touzini-Lessar, logé à proximité du centre de l'Afrique, a traîné une foule immense, belle en couleur, en congrégation et en dénomination, venue des différents diocèses que compte l'Église Famille de Dieu au Tchad. Dans cette foulée, on y trouve des séminaristes, des prêtres, religieux, religieuses et les évêques venus des différents diocèses dont Doba, Komra, Laï, Mondou, Sar et N'Djamena. Présidé par le président de la conférence épiscopale des évêques du Tchad, Monseigneur Martin Wangé Bani, dans son homélie, l'évêque de Doba explique le sens du jubilé tout en se réjouissant de la création de ce séminaire. Le jubilé fait partie des prescriptions que Dieu a données à Moïse et que le peuple devait observer une fois entré dans la terre promise. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial concernant l'année jubilaire pour donner lieu à des réjouissances? Au cours de cette année spéciale qui doit être totalement sanctifiée par le repos, les terres devaient être redistribuées. En effet, la terre appartient d'abord à Dieu, contrairement à ce que l'on a l'habitude d'entendre. La terre appartient à l'État, comme si l'État existait avant Dieu. Les évêques du Tchad ont pris la bonne décision d'ouvrir un séminaire philosophique ici à Sar pour pallier au nombre croissant de séminaristes à Saint-Luc de Bakara qui portent du fruit, car les uns ont planté, les autres ont arrosé, certains ont peut-être émondé, sachant bien sûr que c'est Dieu qui fait porter du fruit. Mais je peux dire avec assurance que la majorité des prêtres qui travaillent aujourd'hui dans nos diocèses et dans nos institutions ou œuvres sont passés par ce séminaire.
Plusieurs témoignages dont ceux des évêques comme Monseigneur Edmond Ditangar Gotbé de l'archidiocèse de N'Djamena, Miguel Sébastien du diocèse de Sarre, et du premier recteur de ce séminaire, l'abbé Alfred Yadingar Gardoum, ainsi que la présentation de tous les recteurs qui ont travaillé à la tête de ce séminaire, ont mis terme à la célébration. L'identité d'une communauté repose sur l'ensemble des activités culturelles, sociales et historiques. Les groupes ethniques logés dans le Grand Moyen Chari se distinguent depuis la nuit des temps par leurs valeurs, leurs traditions, leur langue, leur histoire commune, leurs croyances et leur mode de vie. Avant, pendant et après la colonisation, les activités artisanales pratiquées dans la province du Mandoul et du Moyen Chari demeurent toujours une richesse et une identité pour les communautés. Aux côtés des danses traditionnelles connues de tous, l'identité des communautés du Grand Moyen Chari repose également sur l'artisanat. Un tour dans les villages Maimoro, Kol, Bédaé et Kumbra nous met à l'évidence. Le tissage des fils d'herbe transformés en filets sont utilisés pour la conservation des objets précieux des familles, mais aussi pour les chasses collectives. Dans le village Maimoro, M. Ngomengar Jacques, appelé affectueusement Pharaon par ses intimes, âgé d'une cinquantaine d'années, se souvient toujours de la formation de ses grands-parents. Il fait du tissage de fils d'herbe une activité de distraction en saison sèche. L'artisanat, puisqu'on en parle, dans le village Kol situé à environ 5 km de Kumbra, les jeunes sont à pied d'œuvre dans la forge. Un ventilateur, dont les hélices fabriquées des débris de fer, engage une pression d'herbe à la braise, de laquelle on retire un fer chauffé de très haute température. À coup de marteau, le forgeron le passera entre le marteau et l'enclume. Le fer, modelé par cet artisan, devient couteau de jet, saguet, la charrue, couteau de cuisine et j'en passe. Rendons-nous à Kumbra, chef-lieu de la province de Mandoul. Là-bas, un monsieur ne laisse pas les termites ronger le tronc d'arbre. Assis sur un tronc d'arbre et un autre à la main, ces flûteurs modèlent les troncs d'arbre qui deviennent mortiers, pilons, tam-tam, tambour et gourdins des initiés. À côté de cela, un groupe de jeunes fabrique des ustensiles de cuisine. Ces marmites à fonte ont subi différentes techniques, notamment le coffrage, le chauffage de la fonte, le moulage, le démoulage et le polissage. Très engagés dans ce travail, les jeunes y trouvent un moyen de survie précieux. La découverte de Toumaï en 2001 par une équipe de chercheurs dirigée par le paléontologue français Michel Brunet a découvert dans le désert du Djurab au nord du Tchad un crâne fossilisé vieux de plus de 7 millions d'années. Sa découverte a repoussé les origines de l'humanité plus loin dans le temps et hors de la seule Afrique de l'Est, traditionnellement considérée comme le berceau de l'humanité. Le Tchad devient alors un site clé pour comprendre les origines de l'homme. Interrogé à ce sujet, Vandar Dorsuma, comédien, metteur en scène, dramaturge, demande qu'on valorise cette image pour lui donner plus de sens. Culturellement, même socialement, même humanitairement, on doit donner l'exemple. Parce que nous sommes berceaux de l'humanité. On ne peut pas être le faux exemple. Donc il faut prioriser la promotion culturelle, le développement culturel, et insérer l'éducation culturelle et artistique dans les établissements scolaires. Mettre les moyens à la disposition des chercheurs, des artistes pour faire des recherches autour de la chose culturelle, de promouvoir nos arts et nos cultures, de faire connaître nos richesses culturelles de par le monde, les valoriser, ouvrir les fenêtres aujourd'hui au niveau mondial pour que les gens se disent on a bien envie de venir découvrir là où notre premier homme est parti. Le Tchad est considéré comme le berceau de l'humanité du fait de la découverte de Toumaï, un hominidé vieux de plus de 7 millions d'années. Cela remet en question l'idée que les origines de l'humanité sont exclusivement situées en Afrique de l'Est. Cela donne au Tchad une place centrale dans la préhistoire humaine et alimente une fierté culturelle et identitaire.